Eh bien, salut mes chers amis, salut à tous, bienvenue aux fans de Super Moi TV. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Pochard, j'anime depuis quelques années maintenant, depuis 7 ans je crois, le temps passe, une chaîne YouTube où je vais à la rencontre des gens qui soient dans la rue et sur le web aussi, des gens qui sont créatifs, qui amènent une petite valeur ajoutée, vous savez, une petite dose de créativité, de fraîcheur, de différence. Euh, le fait de sortir des normes, le fait de sortir des sentiers battus. Et aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai de la chance puisque je suis avec Esther. Salut Esther. Salut Franck, Tu vas bien? ça va et toi? Bah, super, alors on est cool, tranquille, à la maison. Hein. C'est super sympa de ta part de m'accorder ce temps-là. Hein. On va faire connaissance avec toi. Enfin, moi, j'ai fait déjà un petit peu connaissance avec toi. Mais en tout cas, ceux qui ne te connaissent pas encore, on va expliquer qui tu es et ce que tu fais. Et voilà, donc merci de prendre ce temps-là aujourd'hui. Tu aurais pu aller te balader. Eh ben non, tu as décidé de passer ce temps un petit peu avec moi, c'est gentil. Non, l'un n'empêche pas l'autre, hein, C'est vrai. mais merci Alors, à toi de m'inviter sur la chaîne. En tout cas, c'est une grande première pour moi. Comme je te disais, hmm, je n'ai jamais fait de format vidéo de ma vie. Donc ouais, là, c'est une expérimentation également. c'est cool. C'est cool. C'est assez, comment dire, assez magique de se dire qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité d'utiliser les outils de connexion à distance, puisque toi, de mémoire, tu es à Lyon, c'est ça? C'est ça. Voilà. Enfin, Villeurbanne, pour ceux qui connaissent. Voilà, ce coin-là. Et puis bah, ici, c'est la Bretagne, hein, c'est le Morbihan. Donc, c'est chouette aussi d'avoir cette possibilité-là. Ça avait été le cas beaucoup pendant le confinement. Aujourd'hui, voilà, les choses ont un peu bougé un petit peu pour tout le monde. On est presque sur la fin de cette période un peu bizarre. Mais du coup, on a gardé aussi ces outils-là pour pouvoir aller un petit peu plus loin et faire des belles rencontres. Voilà, puisque nous, on s'est rencontrés sur le réseau LinkedIn. Hein, voilà. C'est ça. Et j'avais envie de raconter ta manière de voir le monde. Voilà. Euh, alors, j'avais envie de démarrer sur une première question qui est comment tu étais enfant? Et tu étais dans quelle partie du monde enfant aussi? Alors, là, j'ai 31 ans, donc ça me rebascule des années en arrière. Donc, j'étais enfant. Alors déjà, j'ai grandi à Oyonnax, donc c'est la Plastic Valley, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un bassin industriel où il y a Ok, beaucoup d'industries de plastique en fait, et qui a connu un essor dans les années 50-60. ouais, Et donc mes parents sont arrivés d'Espagne suite à la dictature franquiste, d'accord, ok. enfin des années après, enfin pendant la dictature franquiste, pour un Ouais. peu fuir la misère en Espagne, puisque Mhm. ça a eu des répercussions sur les populations, Ouais, notamment en Espagne. Donc ils ont fait le choix de venir en France pour y travailler dans cette industrie florissante du plastique. Donc d'accord. moi j'ai grandi à Oyonnax et enfant, bien j'aimais. Qu'est-ce que j'aimais enfant? J'aimais le foot parce que je viens d'une famille espagnole. Du coup le foot c'était Alors, quelque c'était quoi? C'était Barça? C'était quoi? chose. Real Madrid. C'était le Real. Ok. C'était l'époque galactique avec Ok. comment il s'appelait? L'époque Beckham, Zidane, Il il y avait. y avait Beckham, il y avait Zidane, pardon, Ouais. Ah ouais, je euh, me souviens que c'était. Ok. Ronaldo, voilà. Donc moi, c'est le foot qui m'a procuré mes premières grandes émotions. Hein. J'étais vraiment dingue de foot. Je pense que même, je me souviens de cette Coupe du Monde perdue par l'Espagne sur un penalty de Raoul. Hein. Et j'en Ok. ai pleuré. Hein. Ah Mon ouais. père croyait que j'allais faire une crise cardiaque tellement j'avais les nerfs. Ouais, le foot, c'était des émotions très intenses chez moi. Et Grande passionnée alors. hein, Grande passionnée, quoi. bah oui, et j'étais parce que après ça a beaucoup changé, adolescente.
Mais ouais, ma jeunesse, j'étais vraiment, vraiment à fond sur le foot. Et D'accord. puis, sinon, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup des chairs de poule, le Club des 5, Ouais, ok. Tom et Nana. Voilà, Bibliothèque. j'aimais. Ouais, un Ouais, peu. d'accord. Ok, Un peu. C'est les deux choses qui ont marqué mon enfance, je pense. d'accord. Mm. Est-ce que tu étais un peu et à la fois une passionnée et une rêveuse? Alors, j'ai toujours été un petit peu la tête dans les nuages. D'accord. J'étais un petit peu toujours dans mes pensées, en fait. J'avais déjà ce côté où je me faisais des films, je me racontais des histoires. Ouais, j'avais cet imaginaire. J'étais beaucoup dans l'imaginaire, ouais, ouais, j'étais comme ça. Je voulais déjà écrire mes propres histoires de frayeur. Euh, D'accord. ouais, j'étais comme ça. J'étais comme ça et j'étais en décalage avec les autres enfants, peut-être. Hmm, J'ai senti ça assez rapidement. ouais. Tu sentais que tu avais une sensibilité particulière? Oui, ouais, une sensibilité. Puis j'étais à fleur de peau un petit peu. Ouais. Et j'étais très, très couvée par mes parents. Ma Hmm, mère qui a mis 10 ans à m'avoir. C'était un peu d'accord. son dernier, comment dire, sa dernière chance. Je ne sais pas si on peut D'accord. dire. Tu es enfant unique? Oui, du coup, oui, je suis enfant unique. D'accord. Et, Ok. euh, et oui, je sentais, ouais, je me sentais comme ça, un peu surprotégée à la maison. Et quand Ouais. j'arrivais dehors, enfin, c'était un peu différent. Ok. Et alors, tu as un peu grandi? Oui, un peu. Un peu. Et du coup, est-ce que cette sensibilité-là, elle a, alors forcément, elle a bougé, oui, mais est-ce que ça fait toujours partie de toi aujourd'hui? Alors, je me suis beaucoup déconnectée pas de la lecture, mais de plus l'écriture. Ouais, Je, hum, Pendant des années, j'ai laissé ça de côté. ouais, Après, ça a toujours été, oui, en moi, j'ai jamais, enfin, je crois pas qu'on change fondamentalement. Après, c'est vrai que parfois, notre milieu, notre environnement fait qu'on qu'on adopte des masques sociaux ou qu'on n'est plus vraiment qui on était enfant en fait, parce ouais, que on a peur du regard des autres, on a des choses qui viennent, notre éducation, on a des couches qui viennent s'ajouter. ouais, Mais au fond, je pense que j'ai gardé cette sensibilité-là ouais. et que je l'aurai Ou toute ma pas, vie. c'est ce que tu dis parce que parfois c'est des couches qui s'ajoutent et parfois c'est aussi des couches qui s'enlèvent. Ouais, ouais, On peut le voir des 2 côtés, tu c'est vois? vrai, c'est vrai. Ouais. Et alors, du coup, toi, tu as quel âge, Esther? Alors j'ai 31 ans. 31 ans, donc du coup, tu es, tombée assez rapidement dans le monde de l'internet puisque, tu as dû grandir avec Google finalement? Alors oui, oui et non, dans le Heu, sens où moi j'avais quand même le modem avec la numérotation téléphonique. Euh, OK, ouais, alors j'ai eu mon premier PC assez jeune, effectivement. J'ai tout de suite été fascinée par ça parce que je parlais avec des gens en Argentine sur Messenger. ah, Donc, et puis j'avais beaucoup d'amis en Espagne aussi, puisque mes ouais, parents étant espagnols, le grand rituel dans notre famille, c'était les vacances d'été au village, d'où ils étaient originaires. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont absolument tenu à garder et qui d'accord. voulaient vraiment transmettre Mmh, cet attachement aux racines. Donc, c'est pour ça que j'ai baigné dans une culture espagnole, en fait, hein. ouais, J'allais aux cours d'espagnol, on était aux associations espagnoles, enfin, beaucoup de mon entourage était espagnol. Et du coup, voilà, j'avais quand même tous les ans
un groupe d'amis en Espagne que je retrouvais tous mes étés, que je retrouve toujours tous mes étés. Et du coup, ça me permettait de garder le contact avec eux, en fait. Ce qui était assez chouette, déjà. Donc du coup, double culture et déjà cette vision finalement presque des deux côtés du monde, c'est-à-dire et à la fois tu es en France et avec cette possibilité de te connecter donc par message avec l'Espagne et en plus aux vacances à l'Espagne directement quoi. Ouais. Donc déjà une vision du monde assez non pas trop centrée sur ton petit coin là où tu vivais, tu avais cette ouverture là d'esprit par rapport à ça. Alors moi, j'ai toujours rêvé, en fait, de, justement, peut-être parce que j'avais cette double culture, d'explorer, de partir à l'exploration du monde. Et c'est Ok. qui motive mon choix de faire Sciences Po, c'est un élément, en fait. C'est la 3e année à l'étranger. Je veux faire, enfin, pas que pour ça, parce que je m'intéressais beaucoup au débat politique, à l'INA. Enfin, l'INA, c'était habituel chez moi, on regardait ça avec papa. Voilà, mais la 3e année de mobilité, j'en ai rêvé tout mon lycée, quoi. C'était vraiment quelque chose que j'attendais avec une grande impatience. Et chose très très drôle, durant cette année de mobilité, je pars en start-up à Budapest et à une époque où on parle pas du tout de start-up, vraiment pas, encore moins quand on fait Sciences Po. Et déjà, voilà, je suis déjà dans l'univers web, c'était en 2010, je crois. Donc Ok. oui, c'était il y a 10 ans. Donc c'était les tout débuts de Facebook. Je me souviens que Facebook, on l'utilisait dans, dans ma boîte, là, dans la startup, pour taguer les gens, en fait. On avait trouvé cette idée de taguer les gens pour faire de la publicité. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de publicité sur Facebook. C'est clair. Et donc, on se disait, ah ouais, il faut qu'on tag, comme ça, les gens, ils vont revoir la publication, ils vont réagir. Et bah, c'est drôle quand j'y repense, parce que, tu vois, ça a toujours été là. L'entrepreneuriat dans le web, ça a toujours été... C'est toujours fait partie de toi, quoi. Ouais. Ouais, totalement. Et du coup, comment poser cette question-là? Est-ce que tu penses qu'il y a eu, parce que du coup, tu as été baigné dans la lecture, tu as été baigné dans cette double culture, etc. Est-ce que du coup, l'écriture, parce on va y venir tranquillement par rapport à ton job et par rapport à tes activités, puisque tu en as mais il y a eu aussi cette envie ou cette évidence d'écrire en fait pour le web. Alors, je dirais pas que ça a été une évidence parce que j'ai quand même beaucoup tempéré et le changement s'est fait très progressivement. C'est-à-dire que oui, j'avais des blogs, j'ai commencé à bloguer très tôt, mais j'ai pas fait le lien, on pouvait gagner de l'argent en écrivant pour Internet en fait. Okay. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de Lois Lane dans Superman, tu vois, journalisme. Ouais. Ça, j'avais toujours ça en tête, mais à côté, je me disais, je vais me retrouver à la fête, à couvrir la fête de la saucisse, des choses comme ça, tu vois. Et moi, je rêvais d'exceptionnel. Et puis, on me le disait, hein, on me disait, tu rêves d'exceptionnel, mais tu vas voir, tu vas te retrouver à faire des trucs pas sympas. En plus, tu vas être mal payé. Du coup, ça m'a fait peur. Les fameux jugements, hein? Ouais. Bah ouais. Donc, ça m'a vraiment fait peur. Et puis, j'avais un oncle qui avait sa petite boîte, qui montait sa petite boîte à côté et qui me poussait plus ou moins à faire du commerce, tu vois. Il me disait, ouais, le commerce, il y a que ça de vrai, voilà. Ouais. Et du coup, moi, dans la tête, je me dis, ah oui, il faut que je fasse du commerce, quoi. Parce que pour moi, du coup, c'était la réussite, c'était le commerce, c'était l'argent facile, entre guillemets. La référence, quoi. Pardon? La référence, quoi. Ouais, c'était ça. Et du coup, pour le coup, comme je venais d'une famille un peu modeste, puisque mes parents étaient ouvriers, et que les écoles coûtaient quand même 7 000 € l'année, je me suis dit, je peux pas, en plus des frais pour venir à Lyon, enfin des frais d'hébergement, tout ça, je me suis dit, je peux pas demander à mes parents de me payer un cursus à 40 000 €
sans l'hébergement, le logement, enfin l'hébergement, la nourriture, tout ça. Donc, je trouvais déjà des alternatives, tu vois. Je me disais, alors soit il faut que je fasse un DUT, puis qu'après je rentre qu'en 3e année, comme ça fera 2 ans de gagné. Donc, soit je fais Sciences Po parce que c'est gratuit, mais en dernière année, je fais l'école de commerce, et comme ça, du coup, bah, je hack un peu, tu vois, le système. Et finalement, j'ai choisi Sciences Po tout simplement parce que je me suis dit c'est une formation qui est reconnue, qui a un beau, qui est une belle référence. Une belle référence, bien sûr. Ouais, et qui est pas chère en fait. C'était ça. Okay. Mon choix, c'était ça en fait. Parce que les écoles de commerce, je savais que c'était cher en fait. Et que si je rentrais en post-bac, ça allait pas être des écoles de prestige, parce que moi j'avais aussi quand même cette idée de faire un truc qui claque, quoi. Ouais. Et du coup, c'était ça ma stratégie. Okay. C'était ça ma stratégie. Et du coup, tu vois, l'écriture, elle est passée à la trappe. Elle est passée à la trappe. Et pendant des années, moi, je me suis dit, mon objectif, c'était de réussir ma carrière, donc d'avoir une carrière, de réussir ma vie. Et l'écriture, je l'ai complètement laissée de côté. Ouais. Donc, ça n'a pas été une évidence. En tout cas, tu l'as laissé de côté et tu as mis des trucs par-dessus du genre, bon, allez, c'est l'histoire ancienne, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent, quoi. C'est un peu ça, quoi. Totalement. Ouais. Et puis, finalement, petit à petit, tu as écrit pour le web. J'ai écrit pour le web. J'ai écrit plus de 200 articles, je pense. J'ai écrit beaucoup sur le réseau social Quora, où j'ai trouvé vraiment une communauté très intéressante, de profils un peu comme moi, qui se posaient beaucoup de questions. Il y a beaucoup de littéraires, il y a beaucoup de hello, de geeks. J'ai trouvé une communauté avec des affinités communes. Donc, je répondais à énormément de questions avec des réponses très détaillées. Et parce je suivais un gars qui s'appelle Nicolas Cole, qui est un auteur Quora, en fait, qui avait un blog de jeux vidéo et qui s'est fait connaître sur Quora. Il écrivait tous les jours une réponse. D'accord. Après, il a monté il a publié son livre en auto-édition sur les jeux vidéo pour raconter un petit peu son addiction aux jeux vidéo. Et ensuite, là, il a monté son entreprise dans l'écriture. Donc, il est ghostwriter pour des PDG. Voilà, il écrit. Okay. Et du coup, je me suis dit, je vais faire pareil, en fait. Je vais faire pareil. Je me suis dit, non, je vais écrire, voir ce que ça donne. Je vais écrire une réponse tous les jours. Donc, pendant quelques mois, j'ai écrit. J'ai répondu à 200 questions. Et en parallèle, j'avais mon blog. J'ai ouvert un blog en 2018 qui s'appelle Audacieux. Ouais. En fait, le titre, c'était une erreur. Moi, Audacieux, j'avais choisi parce que de l'audace, encore de l'audace, toujours dans ton phrase qu'il a prononcée à l'Assemblée. Donc, référence que personne ne connaît. Voilà. Et Sioux, parce que dans ma tête, un chef Sioux, c'est le stratège. D'accord, ok. C'est le mélange de l'audace et de la stratégie. Donc, intéressant. Voilà. Après, je me suis rendu compte que les gens retenaient pas le nom, que c'était trop perché pour que ça colle, tu vois. Mais l'idée, c'était ça. Et dans le blog, je raconte un petit peu mes questionnements. Par rapport à mon travail qui ne m'épanouit pas, par rapport à ma vision de la réussite qui change complètement, par rapport aux lectures que je fais et qui font écho en moi parce que les personnages s'interrogent beaucoup sur leur sens de la vie ou des choses comme ça et ça me marque beaucoup. Et comme ça, je commence un petit blog sans prétention, je ne sais pas où je vais, j'écris pour moi, pour le plaisir. En parallèle, je fais des formations dans une école d'entrepreneurs et j'essaye d'appliquer un petit peu leurs conseils sur le marketing, sur l'écriture dans ce blog. Voilà, voilà comment je démarre. Ok. Et la sauce prend. Et la sauce prend parce qu'au bout de
au bout de 2 ans, je me dis, c'est vrai que j'aime beaucoup écrire, quoi. J'aime beaucoup écrire. Je me suis formée pour l'écriture persuasive. Donc, l'écriture persuasive, c'est quand on arrive sur un site, comment faire pour que susciter de l'émotion chez des gens Ouais. pour une action. En gros, qui peut être, je vous contacte pour une prise de contact mail, quoi, ou qui peut être un acte d'achat si la personne a un produit ou un service à vendre. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, en fait, et je me permets d'aller dans ce que tu dis là, c'est-à-dire que à la fois, on a pu avoir l'impression que dans le web, on était dans quelque chose qui était pas vraiment personnalisé. Et là, toi, ce que tu amènes, c'est justement cette prise de contact, cet engagement, cet intérêt que tu as vers l'autre pour l'amener finalement à découvrir ce que tu fais. Il y a vraiment ce côté personnalisé et créatif, en fait. Ouais, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, je l'ai connu au fur et à mesure parce qu'au début, je ne l'intégrais pas trop dans mon écriture. Et c'est là où mon écriture a beaucoup évolué. Ouais. Au début, je n'osais pas trop. Je me dis, bon, j'écris, mais je ne l'assume pas, quoi. Je l'assume pas. Et progressivement, je me dis, merde, j'écris, mais je veux être lue, quoi. Enfin, sinon, Ouais. si je suscite pas d'émotion chez les gens, si je passe, si je fais pas la différence, tu vois, si je me noie dans le contenu web, ça m'intéresse. Ce que je veux, c'est créer du lien. Ouais, toucher les gens, quoi. Ouais, de toucher des gens, Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai peaufiné un petit peu ce qui me plaisait. J'ai amélioré mon écriture. J'ai réfléchi. J'ai intégré aussi, parce que moi, je suis une grande fan de psycho. Ok. Donc, j'ai intégré aussi beaucoup de principes psychologiques. Parce que c'est un mélange de psy et de marketing, tu vois. Ouais. Et c'est sûr que dans ton écriture, tu dois connaître un petit peu les ressorts de la psychologie humaine pour susciter des émotions. D'ailleurs, quand on prend Balzac, quand on prend tous les auteurs français, c'était des fins sociologues. C'est des gens qui connaissaient parfaitement les sentiments des gens, des protagonistes des romans, et que c'est pour ça que leurs romans, ils touchent, parce qu'ils décrivent avec une justesse incroyable des phénomènes de l'époque. C'est comme si tu lis un Zola, c'est comme si tu lisais le journal, en fait, mais avec une histoire et qui t'accroche. Ouais, c'est clair. Toutes les semaines, en fait, ils mettaient. Au début, les livres, c'était dans les journaux, et toutes les semaines, en fait, il y avait. Les gens attendaient la suite. C'était un peu les séries de maintenant, quoi. C'est clair. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que même moi le premier, je ne savais pas ça, tu vois. Je ne savais pas comment à l'époque, je m'en doutais un petit peu, mais je ne savais pas que c'était vraiment comme ça. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on voit, et tu vas nous expliquer, ça met du vrai sens à ce que tu as décidé de mettre en place après. Ouais. Ouais. Ce que j'essaye de mettre en place, effectivement. Avec en fait cette idée de, j'imagine, ton interlocuteur un peu comme un personnage central avec des choses où tu vas le guider, etc., etc. Là, j'entends par rapport à ton travail actuel et avec ce truc-là de lui faire vivre aussi des choses émotionnellement. Hein, c'est un peu ça l'idée. Hein. On est assez proche parfois, j'imagine, de ce qu'on appelle le storytelling. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est comment, effectivement, on embarque. Comment les entreprises embarquent leurs clients pour qu'ils deviennent un petit peu les héros de leur histoire. Et en fait, on constate ça. Il y a une tendance dans l'écriture. C'est qu'aujourd'hui, on bascule d'une ère où il y avait des journaux qui donnaient de l'information à une ère où les marques deviennent des médias. Les entreprises deviennent.
Et du coup, c'est une tendance qui est de plus en plus prégnante, puisque par exemple, Jeff Bezos, il a racheté le Washington Post, et il y a plus de gens qui travaillent pour sa communication à lui, son personal branding, entre guillemets, que de journalistes du Washington Post. Excellent. Donc ça traduit vraiment un tournant, et c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où, tu vois, c'est bien parce que... Enfin, c'est bien. C'est pas bien parce que du coup, ça veut dire que la presse est en grand danger. Ou alors doit se réadapter. Ou doit se réinventer. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est comment la presse est en train de renaître. Par exemple, Mediapart, c'est un modèle qui est super intéressant parce qu'il y a zéro pub. Parce que moi, ce que je déteste, c'est quand ça pop, les sites où ça pop de partout. Ça manque. Ça, c'est un truc que je ne conseille, je conseille jamais aux gens de mettre 20 000 pop-up pour attirer l'attention, que ça clignote de partout. Non, non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce que je recommande. Mais tu vois, du coup, alors j'ai perdu le fil. Oui, du coup, quand tu apportes vraiment de la valeur aux gens, les gens, ils sont prêts à payer, en fait. C'est ça que ça montre. Quand tu as vraiment ton contenu, c'est de l'investigation, c'est du travail de fond, les gens sont prêts à payer. Donc, si tu es dans un modèle où, en gros, ton client, c'est le publicitaire et pas tes lecteurs, c'est clair. Et ben là, forcément, tu es dans la mouise parce que... s'il n'y a plus voilà, il n'y a plus d'intérêt. Ouais, et puis les gens en ont un peu... Pardon ? Intérêt financier, j'entends. Ouais. Et même, le truc, c'est que la pub, la plupart des gens vont avoir des bloqueurs, vont avoir des choses comme ça. Donc, ça aura de moins en moins d'intérêt ces modèles-là. Et c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette discussion qu'on a tous les deux. C'est qu'en fait, tout cette... Il y a tellement de choses qui sont en train d'évoluer. On parle de la presse, on parle de la pub, et on parle du coup de comment finalement on se comporte avec le client lecteur finalement, à celui à qui on parle véritablement. Il y a une vraie révolution qui est en train de se mettre en place avec encore plus de vrai, de sincérité, d'engagement, de vouloir vraiment apporter de la qualité en fait. Oui. Oui, totalement. Je pense que aujourd'hui, pour moi, je suis convaincue que le contenu qualitatif, il remonte toujours. Tu vois, simplement, c'est plus long, forcément, parce que faut que les gens te découvrent. Et ça, c'est vrai que si tu mets des mots-clés partout pour faire plaisir à Google et que tu es premier sur ça fonctionne mieux. Mais est-ce qu'au final, c'est la bonne stratégie? Tu vois, c'est une stratégie très court terme. Si tu réfléchis si tu veux vraiment durer, est-ce que tu penses à l'expérience des gens qui vont sur ton site? Est-ce que tu veux que ton site, les articles, il y ait des mots-clés, mais ce soit bien pour les robots, mais l'humain derrière est complètement oublié? Moi, il n'y a rien de plus qui m'insupporte, c'est quand je sens que en fait, les articles sont écrits pour optimiser le SEO. En tant que lecteur, ça me donne pas envie d'engager la conversation. Alors, moi, j'ai envie de dire, dans ce que tu nous expliques là, je trouve que c'est hyper rassurant parce que, toi, dans ce que tu as fait, ça a fonctionné. Tu nous l'as dit, hein, le nombre d'articles que tu as pu écrire, c'est-à-dire que tu as cette renommée-là, cette reconnaissance dans ton travail, et avec quelque chose qui est de l'ordre de moi, je n'ai pas envie de faire plaisir à Google pour entrer dans les algorithmes, etc., mais d'offrir, de partager un vrai contenu parce que j'aime ce que je fais, quoi. Et j'y crois vraiment, quoi. Et j'ai envie d'intéresser les gens. Après, et pas intéresser Google pour ses mots-clés, spécialement. Tu vois, je pense que la data, elle doit être au service du lecteur.
Donc, Ouais. je suis pas contre utiliser des mots-clés ou, tu vois, faire Bien sûr. plaisir à Google. Mais Ouais. sans oublier, parce que je trouve que aujourd'hui, c'est un peu, tu vois, binaire. C'est genre, soit tu Mhm. fais à Google, soit tu fais plaisir au lecteur. Ouais. Et en fait, non, tu as moyen aujourd'hui avec la data, parce que la data, quand même, elle t'indique ce qui intéresse les gens, tu Bien vois. sûr. Donc, tu Bien peux sûr. pas avoir ça. Mais tu dois le prendre en compte, mais pas être esclave de la Mhm. data. Ouais. Et c'est ça un peu que j'essaye de porter dans mon offre, parce que du coup, quand je me suis lancée en freelance en conception-rédaction, donc j'accompagne aujourd'hui les entreprises à attirer et à fidéliser les clients grâce au contenu. C'est ce contenu-là que je veux mettre en avant. Ouais. C'est ce message-là. Est-ce que le fait de sentir que ce que tu crées et comment tu le crées, ça crée de la confiance pour toi et ça crée aussi de la confiance avec tes clients? Le fait de croire finalement de la manière dont tu fais les choses, est-ce que ça te fait toi aussi grandir par rapport à ça? Alors, énormément, énormément, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à écrire sur le web, je n'avais pas d'objectif. En fait, je faisais pour mon plaisir. C'est après que déjà, ça m'a permis de mieux me connaître, de savoir ce qui me plaisait et de me reconnecter à ce vieux rêve d'enfant que j'avais d'écrire, en fait. Donc ça, sans ça, je n'aurais pas trouvé la clé. C'est tenté qu'il y ait une clé, mais en tout cas, la clé de la suite. Et sans l'écriture, je pense que ma pensée, des fois, elle est en arborescence. J'ai une pensée qui part dans tous les sens. Donc, Ok. j'ai appris à vivre avec, mais des fois, ça peut déstabiliser mes interlocuteurs, puisque je peux passer d'un sujet à l'autre. Moi, je vois les liens, je ne vois pas forcément les liens. Et le fait d'écrire, ça me permet de structurer Ouais, ma je comprends. Et du coup, quand tu structures ta pensée, ton message, il est mieux perçu, il est mieux Il est compris, plus clair. il est plus clair. Mm. Donc, aujourd'hui, tu vois, je vois que l'horizon s'éclaircit un petit peu. Dans le sens où, voilà, maintenant, aujourd'hui, mon objectif, c'est de proposer mon offre de rédaction, conception-rédaction. Donc, grâce à l'écriture, j'ai beaucoup d'exemples, en fait, à montrer. Ouais. Si je veux voir un client, je lui dis, bon, tape Esther Ramos, tu tombes sur 300 articles, sur plein de plateformes différentes. Ouais. Donc, ça crée de la crédibilité. Et Bien sûr. par effet de rebond, ça me donne confiance en moi. Ouais. C'est-à-dire, mes actions parlent plus que mes paroles. Parce que je Bien peux sûr. écrire Enfin, moi, ce que je voulais pas, c'est de me dire, je suis passionnée d'écriture. Faites-moi confiance, l'écriture, c'est ma vie. Et d'arriver et de rien avoir à montrer. Enfin, je veux dire, la cohérence, elle n'est pas là. Enfin, moi, je voulais Ouais. vraiment avoir des choses à montrer. Et Ouais. à l'extrême, ça m'a bloqué pendant longtemps parce que moi, mon niveau d'exigence, tu vois, c'était de me dire, Esther, si tu ne publies pas ton premier livre, tu ne te lances pas. Tu vois? Genre, la marche, elle est là, tu vois. Enfin, j'avais pas besoin de publier, en vrai, j'avais pas besoin de publier mon premier livre pour me donner la légitimité. Ouais. Mais c'était dans ma tête, je pense. Il fallait que je passe par cette étape. Ouais. D'ailleurs, c'est très drôle parce que la sortie de mon livre coïncide à quelques jours près avec ma décision de quitter mon CDI. Donc, tu vois, c'est comme si je ne l'ai pas contrôlé, hein. Je n'avais pas planifié, tiens, je sors le livre le 1er juin et je démissionne le 1er juin. C'était pas du tout quelque Non, chose. parce qu'on sait qu'effectivement, quand on publie un livre, on ne sait pas à quel moment il sort, en Ouais. clair. Et oui. Moi, j'ai envie de revenir sur cet épisode-là parce que il y a un moment donné, j'ai l'impression, et tu vas me dire si je me trompe ou pas, ou c'est moi qui interprète, mais il y a eu quelque part, donc
ces années d'écriture, donc de rédacteur, où tu t'es prouvé que tu savais faire, Ouais. que tu savais faire professionnellement, que tu avais gardé cette envie de petite fille que tu avais aussi d'écrire, de raconter des mondes, etc., mais avec un vrai intérêt professionnel. Et du coup, il y a eu ce truc qui a créé une confiance chez toi, dire, bon, ok, j'ai fait ça, donc maintenant, je peux réaliser ce que je veux. Ce que je veux réaliser encore plus de ce que je veux, mon cœur de petite fille qui parle. Je me trompe ou pas? Non, il y a de ça. Il y a de ça. Il y a beaucoup de ça parce qu'en fait, bon, je m'intéresse beaucoup à l'évolution personnelle. J'aime pas le terme développement personnel. Je crois que je te l'ai déjà dit. Ouais, ouais. Et j'avais beaucoup travaillé sur l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est un outil qui est né au Japon, qui en fait fait le lien entre tes intérêts, donc ce que tu aimes faire, pourquoi tu Oui, es payé, ta contribution au monde, et le dernier... Bon, bref, voilà, il y a 4 cercles que tu dois croiser, et au milieu, à l'intersection, se trouve ta zone d'excellence. ouais, Voilà. ouais, ouais. Ça me Et du parle complètement. Et du coup, je me suis vraiment, vraiment pris beaucoup, beaucoup la tête sur ça. Et je ne dis pas que j'ai mon ikigai aujourd'hui et que ça ne changera pas parce que le chemin, C'est en évolution, bien sûr. Ouais. voilà. Mais j'ai senti à un moment donné que l'écriture, c'était cette intersection, si tu veux. Hmm. Ok. Et, et du coup, ouais, ça rejoint des vieux rêves, mais également ce côté très pragmatique de dire, il y a un marché, enfin, il y a un marché. Hmm. Internet se développe, il y a de plus en plus de gens qui, avec le confinement, on l'a vu aussi, hein, les boutiques, le commerce en ligne explose. Les gens se sont rendus compte aussi qu'on pouvait très bien faire des choses à distance, Bien sûr. des formations ou des rendez-vous, ou même travailler à distance. Ouais. Donc c'est quand même un marché qui est là. Il y a besoin de gens qui ont cette, comment dire, qui ont cette connaissance-là, en fait. Ouais. Donc, c'est un rêve et à la fois c'est une réalité Et je économique. rajoute par rapport à ce que tu dis, et associé à de l'humain. Bien sûr. Et pas dans quelque chose de. On fait comme tout le monde, associé à de l'humain avec du vrai intérêt à qui est derrière l'écran. Bien sûr. Ça, En moi, fait, c'est vrai que j'insiste peut-être là-dessus, mais parce que je pense aussi que c'est le fort de ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt de l'autre côté de s'intéresser à qui est derrière bien sûr. pour toi. Ouais. Non, c'est vrai que je le mets peut-être pas assez en avant. C'est vrai. Parce que, en fait, pour moi, c'est peut-être parce que j'ai cette sensibilité Sciences Po, enfin sciences humaines. Même si, tu vois, j'ai fait des écoles de commerce et écoles d'ingé, j'ai beaucoup travaillé avec des ingénieurs, mais ma base, c'est quand même les sciences humaines. Ouais. Et du coup, j'ai en tête, en fait, que la technologie, elle doit toujours être au service d'eux. Ouais. Elle doit favoriser de nouveaux usages, elle doit avoir un intérêt, comment dire, elle doit avoir un intérêt pour les hommes, sinon, en Ouais. fait, ne sert à rien. Ça sert à rien d'avoir Internet si c'est pour que ce soit des robots Ouais, c'est clair. qui fassent tout le travail. Alors je sais que Ouais. cette vision-là, elle en fait rêver beaucoup, d'un monde où le travail disparaît et les robots s'emparent du travail et nous, on boit des bières au bord de la piscine et Mais c'est pas ma proposition de valeur, c'est pas mes valeurs, clairement. Ouais. Moi, je suis plutôt sur l'idée que le travail, ça peut être une source d'épanouissement Ouais. et que ton projet peut te porter et peut te faire grandir, te faire évoluer, parce que moi, c'est quelque chose de fondamental chez moi, c'est l'envie de progresser, d'apprendre. Et c'est ça, en fait, que je veux mettre en avant. C'est OK, la technologie, c'est super,
mais il faut que ça te serve à toi déjà pour te faire progresser dans ton être et aux autres. C'est-à-dire que tu apportes des choses qui ont vraiment de la valeur et qui permettent Hmm, aux gens de devenir qui ils sont vraiment, tu vois. ouais. Et du coup, moi, j'ai envie parce que ton livre, on en parle sans en parler, et c'est plutôt chouette parce qu'en même temps, ça va donner aussi envie d'aller découvrir ton livre. On peut peut-être donner le nom de ton livre, et voilà, ça serait chouette aussi. Ouais, bien sûr. Alors, attends, le livre s'appelle. Alors, je sais pas si ça se voit. Rater sa voie pour réussir sa vie. Exactement. Rater sa voie pour réussir sa vie. Alors, c'est un peu mon histoire. C'est-à-dire je suis passée quand même par les grandes écoles. C'était cette vision de la réussite linéaire, c'est-à-dire tu rentres dans un grand groupe, tu progresses, euh, Ouais, tu gagnes de l'argent. Hein, parce que c'était quand même une. ouais, Peut-être parce que je suis issue d'un milieu modeste, mais j'avais cette envie-là de réussir par l'argent et le pouvoir aussi. C'était deux notions très, très importantes pour moi. Et toute cette déconstruction que j'ai dû faire pour me dire, ok, mais so what, tu vois, à la ouais. fin, C'est quoi le l'argent, sens de tout ça, quoi? ouais, qu'est-ce que tu en fais? Alors, je suis pas Ouais. du tout en mode quitter tout, on part au Larzac, on élève des chèvres, on suit sa Hmm, passion. Que je pense que c'est pas viable et que c'est des gens qui ont les moyens qui peuvent faire ça, hein, clairement. Faut trouver un équilibre en fait ouais. entre quelque chose qui soit assez rémunérateur, mais qui soit pas vécu comme une souffrance. Hmm, Et ça, je l'ai compris assez tard en fait, finalement. J'ai compris assez tard et le livre raconte un petit peu ce cheminement et je partage les outils qui m'ont aidé à prendre conscience de tout ça. Et je partage aussi des interviews parce que je pense que ce qui nous fait avancer, ce sont aussi les rencontres que l'on les fait, rencontres. Ouais, c'est les clair. exemples que l'on voit, qui nous font croire que c'est possible. Ouais. Donc, je suis tenue à la fin de l'ouvrage à partager des interviews de personnes qui, à un moment donné, étaient sorties du moule Hmm, et qui racontent également comment elles ont fait, quelles ont été leurs difficultés et qui partagent un petit peu des conseils pour arriver ouais. à écrire sa propre histoire. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du Un livre. propre C'est ça, sa propre réussite. C'est ouais. ça. J'ai envie de te poser une dernière question. Euh, des rêves, tu en as plein la tête. Ouais. Est-ce que tu veux nous en partager un? Ah, ça, c'est un... Alors, mhm. Alors le rêve, moi, le rêve... Alors, c'est difficile. Et quand on en a plein, c'est cool. Mais à la fois, on ne sait plus lequel prendre. Alors, alors, si c'est un rêve, tu vois, pour moi, ce serait d'arriver à avoir enfin, à avoir un équilibre de vie, de pas me laisser emporter par mes projets, tu vois. Parce que là, le gros challenge, c'est que je suis indépendante, enfin, je me lance. Ouais. Donc, le danger, c'est que je me laisse submerger par ce projet-là et que j'en oublie finalement pourquoi je le fais. Hmm. Donc, ça, voilà, moi, je rêve d'avoir un équilibre en étant indépendante et de réussir Ok. à trouver cet équilibre-là. Et après, donc ça, c'est un rêve égoïste, on va dire. Et un rêve plus altruiste, c'est, moi, j'ai quelque chose qui me touche beaucoup, c'est les inégalités sociales. Peut-être parce que j'ai vécu, enfin, je l'ai vécu parce que dans ma scolarité, j'étais en lycée privé, enfin, en collège privé catholique, Ouais. et que j'étais avec des, comment dire, des familles aisées, on va dire, Hmm. pas du tout le même milieu social que moi. Et j'ai tout de suite vu, en fait, que c'était plus facile quand tu avais les bonnes relations, quand tu Hmm. avais le bon environnement, que c'était plus facile, en fait, que ta vie, elle allait être plus facile et que quand tu as des cartes un peu moins bonnes en main,
tu dois quand même plus galérer. Et donc, Le chemin est un petit peu plus long et à la fois, ouais. belle histoire. Ouais, c'est aussi ça qui te donne la niaque, hein. Enfin, moi, ça m'a Ouais. beaucoup pris, hein, c'était vraiment cette révolte-là, elle m'a, tu vois, il fallait que j'arrive à montrer que même C'était si on possible. avait cette carte et on pouvait y arriver. Et ça Ouais. me tenait vraiment à cœur. Et c'est pour ça que j'ai fait des écoles prestigieuses aussi. C'est parce que je me disais, je vais leur montrer qu'on peut y arriver. Et que être au-dessus, j'avais quand même cet esprit très compétitif, hein, que j'allais être au-dessus. Et du coup, donc pour revenir à mon rêve, ce serait que tout le monde ait l'opportunité de s'élever par la connaissance. Tu vois, Ok. aider à l'information au bon moment, parce que la bonne information au bon moment, elle peut changer ta trajectoire. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et c'est pour ça que je blogue, c'est pour ça que je partage beaucoup. C'est parce que j'ai envie qu'on s'empare de la connaissance. Et Internet permet ça. Voilà. Est-ce que tu veux nous remontrer une dernière fois ton livre? Écoute, oui. Alors voilà, Rater sa voie pour réussir sa vie. Vous le trouverez sur mon site internet ou sur Amazon. On va mettre les références, rassure-toi. Et puis il y a des extraits gratuits, donc ça n'engage à rien. Super. Qui veulent en savoir plus, et puis ceux qui veulent m'écrire, je suis aussi, je réponds encore à tous mes mails, hein, c'est pas un robot ou un C'est ça, c'est toi. dans un pays à bas coût, non, c'est moi qui réponds à tous les mails, voilà, pour le moment. Moi, j'ai envie de te remercier vraiment pour ce moment. J'avais un aperçu de ton travail et j'avais vraiment envie de passer ce moment-là pour en savoir encore plus. Et je suis très heureux de par ce vrai espoir que tu amènes sur où il y a de l'humain, il y a véritablement de l'humain dans ce que tu fais. Et qu'il y a, comme tu le dis, il y a une vraie personne derrière tout ça, il y a une vraie sensibilité, il y a une vraie envie de toucher, il y a une vraie envie de faire découvrir, d'apprendre, etc. Et c'est une vraie bulle d'espoir. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, Esther. Merci à toi pour l'invitation et pour cette première vidéo. J'espère que ça plaira et que... J'espère qu'elle restera aussi dans ton cœur à toi. Et en tout cas, oui, je m'en souviendrai longtemps. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous de l'autre côté de continuer à nous suivre. On explique toujours à chaque fois et on dit qui ça va toucher, on ne sait jamais. Et j'espère qu'en tout cas là, cette explication et à la fois Internet c'est du vivant, c'est du vrai, et avec ce livre qui amène une vraie bulle, il y a une vraie bulle de tout ça. J'aime beaucoup ton travail et j'espère qu'en tout cas voilà, ça vous plaira et ça vous donnera envie de découvrir autrement et encore autrement et de regarder tout ça avec beaucoup plus de hauteur finalement. Ça, c'est important. Mille merci Esther. Vraiment mille merci, je t'embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on vous met toutes les coordonnées du travail d'Esther et son livre et tout ça, etc. À très vite, on vous embrasse.